Tu t'appelles Carl Sanchez. Tu te souviens du premier vêtement auquel t'as été attaché? T'étais quel genre de petit garçon? Tu penses que Nicky Doll sera là toute ta vie? Pourquoi t'es parti au Maroc? Tu sortais plutôt avec des filles. T'étais le petit de la dame qui tient le salon de thé. T'as eu des relations amoureuses longues. C'était quoi les dessins animés que tu regardes? Il y avait Nicky Larson, qui d'ailleurs est appelé exactement comme Nicky Doll. Ah ouais. Est-ce que ça vient de là ou pas? Non. Carl, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on se voit. C'est pas la première fois qu'on se voit. Et si c'est pas la première fois, c'est que il se trouve que le producteur de la tournée des spectacles Drag Race France, dont tu es la star, c'est aussi le coproducteur de mon spectacle à moi. Et oui. Et donc, il y a quelques mois, à Nantes, j'ai joué le même soir que Drag Race. Et puis après, je crois que c'était l'après-midi, ou je sais plus si c'était le lendemain, et j'étais en train de manger des spaghettis dans la cantine de la salle. Et là, t'es arrivé, et je te dis bonjour, un peu genre comme ça, parce que j'étais un peu... Il y avait plein de gens, et moi, j'étais un peu tout seul dans mon spectacle. Et là, il y a mon coproducteur, qui est aussi une femme, de Jérémy Charbonnel, qui s'est penché vers moi et qui m'a dit doucement, genre, tu sais que tu l'as déjà vu, c'est Nicky Doll. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai senti toute la puissance de la transformation, quoi. Vraiment, je t'avais vu en spectacle, donc là, en plus t'es central dans Drag Race, t'es là. Et là, bah t'étais comme tu es là aujourd'hui, quoi. Voilà. Bah ouais, il y a un sacré ravalement de façade. C'est gentil d'appeler ça une transformation. Moi, j'appelle ça une opération chirurgicale. Merci beaucoup d'être là, Carl. Ah bah, je suis ravi. Alors, le principe de Small Talk, il est simple, c'est que je reçois des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Et la question, elle s'est posée à un moment de savoir si on te demandait de venir en Nicky Doll ou pas. Mais moi, je me suis dit que ce serait en fait un peu en contradiction avec le principe de l'émission, puisque Nicky Doll, c'est pour l'instant, c'est quand même une des principales raisons pour lesquelles tu es connu. Et donc, en fait, ce serait presque, voilà, tu viendrais en quelqu'un de connu, alors que là, tu es en Carl. Voilà, c'est Clark Kent avant Superman. C'est Clark Kent avant Superman. Tu es plutôt content d'être ici comme Carl, ou t'aurais préféré être là en Nicky Doll? Tu m'aurais posé cette question-là il y a 3-4 ans. Je t'aurais dit, c'est très compliqué pour moi de venir en Carl pour faire tout ça. Parce qu'en fait, comme Clark Kent, en fait, je mets cette tenue de super-héros pour avoir cette personnalité exacerbée. Mais en fait, au fur et à mesure que je porte ces talons bien trop vertigineux pour mes chevilles et ce corset bien trop serré pour mes côtes, en fait, je commence à garder en fait cette énergie et à me rendre compte qu'en fait, elle est à ma disposition à tout temps. Donc maintenant, j'ai aucun problème à venir sans 3h30 de maquillage. Oui, donc, merci pour l'invitation. Il y a des fois où tu dis genre je ferais bien ce truc là, mais genre non, vas-y, ça me saoule. Ah bah plus de fois que tu ne le crois. Des fois c'est même des gigs payés. Je dis non. Tu t'appelles Carl Sanchez. Ouais. Donc t'as un prénom qui envoie une vibe très différente de ton nom de famille. C'est un peu d'un côté l'Allemagne, de l'autre l'Espagne, l'efficacité, la sensualité. Merci. Est-ce que t'as un rapport avec les deux pays ou un seul? Alors en fait je sais pas du tout si mes parents m'ont nommé comme ça pour cette raison, mais si, ma mère est française d'origine espagnole, d'où le nom de famille, et mon père est français d'origine italienne. Pas du tout par rapport à ça, du coup, vu que le nom est allemand. Mais ma mère était très créative et je sais pas si elle habitait dans un bâtiment haussmannien, parce que mon prénom en entier c'est Carl Haussmann, et elle a même dû aller face à la justice pour défendre mon nom, parce qu'ils voulaient pas qu'elle m'appelle comme ça. Ils ont dit mais ça va pas madame, c'est pas un mobilier Ikea. Et elle a dit non mais je vais l'appeler comme ça. Et donc voilà, ma mère m'a toujours dit, je savais que tu devais avoir un nom qui était percutant. Tu aurais pu t'arrêter juste à Carl, du coup je l'ai fait moi après. Et donc sur ta carte d'identité c'est marqué Carl Haussmann. Et tu dis que ta mère était créative, elle faisait quoi? Alors ma mère elle est infirmière de profession, mais j'ai toujours grandi autour d'une maman qui adorait la danse, le chant. Elle faisait de l'aquarelle à la maison. Elle a toujours adoré tout ce qui était arsénique, et je pense que c'est quelqu'un qui, même si elle l'avouerait pas maintenant, aurait voulu faire beaucoup de choses artistiques, mais qui a dû se concentrer sur un job plus un très beau job d'ailleurs, merci à toutes les infirmières de France d'ailleurs, mais elle a pas fait que ça, parce que ma mère c'est un peu la MacGyver version féminine. J'ai connu, en fait elle a fait du drag parce qu'elle a commencé en tant qu'infirmière, ensuite je l'ai vue, elle était gérante d'un salon de thé dans les Caraïbes, après elle a tenu un magasin de vêtements de surf, après elle a été décoratrice d'intérieur, et après elle a été professeure des écoles, et maintenant elle est éducatrice spécialisée. Donc ça fait 6 métiers quand même assez différents. Et elle a même pas 60 ans, donc on n'est pas à l'abri de reste. Et ton père moins présent?
Mon père, moins présent, ils se sont séparés quand j'avais 5 ans. Oui. Et c'est quelqu'un qui... J'ai pas d'amertume envers lui, on a même repris contact plus tard. Mais ma mère a tellement, du haut de ses 1m50, rempli le rôle des deux parents que j'ai pas eu besoin de combler un manque paternel. T'es né le 14 mars 1991 ? Tu reconnais beaucoup des choses sur moi, ouais. Oui, c'est vrai. Il y a une histoire... Et pourtant, j'ai que 14 ans. Il y a une histoire liée à ta naissance que tu pourrais raconter, qu'on t'a raconté ou pas ? Oui, quand je suis né, ils ont regardé mon front, ils ont dit « Ouh, il sera bon en maths, lui ». Parce que t'avais un... J'avais un front. T'avais un front. Oui, mon front, il a 8 ans quand je suis né. Voilà. Mais... En plus, je vois exactement ce genre de bébé où tu dis « Ah, c'est... » Tu te dis « Wow, il s'en passe là-dedans ». Mais non, j'étais très nul en maths, j'ai eu 2 au bac, mais j'ai quand même eu mon bac avec mention, donc no regrets. Mais voilà, je pense que je peux dire ça. Et je suis né roux. J'étais roux, avec les yeux verts, après j'ai viré au blond, et puis après je suis devenu brun avec les yeux marrons. D'accord. Et là, Jacques Desange. Super travail, super boulot de Jacques. Est-ce que tes parents, alors du coup là je t'ai demandé si tu avais des histoires sur ta naissance, sur l'époque où t'étais bébé, ils t'ont raconté des choses, t'étais un bébé qui faisait avec son grand front, qu'est-ce que tu faisais ? Alors c'est très drôle que tu me relances là-dessus parce qu'en fait à chaque fois que je recevais un non comme réponse, je piquais une crise et je tapais ma tête contre la table basse. Et du coup, le front, il a continué à évoluer, ouais. Donc, à 1 an, il avait 12 ans. Voilà. Oui, c'est-à-dire que t'as fait encore grandir ton front à force de te taper sur la table, quoi. Ouais. T'étais quel genre de petit garçon ? J'ai toujours été attiré par les dessins animés, les jeux vidéo. J'étais rêveur, j'étais vachement plus efféminé quand j'étais plus jeune. Oui. On me confondait toujours avec une fille, peu importe comment je m'habillais. Je me rappelle un jour, même si maintenant on ne le ferait plus parce que ça s'appellerait de l'appropriation culturelle, mais quand j'étais plus jeune, j'avais fait des tresses collées parce que je voulais ressembler à Sean Paul et on m'avait dit que je ressemblais à Alicia Keys. Voilà, et donc ça résume pas mal le problème. Et tu te souviens d'être très petit et qu'on te renvoie l'image que t'étais efféminé ? Je me souviens depuis très jeune qu'on m'appelait des noms d'oiseaux et j'étais tellement pas sexualisé à l'époque que je savais même pas pourquoi on voulait à tout prix que je sois une fille. Je comprenais même pas pourquoi je remplissais pas le rôle du garçon non plus, je savais juste être moi et je savais qu'il y avait un décalage j'étais vraiment entre deux eaux et apparemment ça posait problème à tout le monde mais moi je comprenais pas vraiment où était le problème. Je comprends toujours pas d'ailleurs. Tu dis que tu regardais plein de dessins animés. C'était quoi les dessins animés que tu regardais ? Alors, la liste est longue, mais j'étais très très fan de Cardcaptor Sakura, comme n'importe quel n'importe quel jeune francophone. Moi j'ai 10 ans de plus, alors du coup... Oui, t'étais sûrement à la fac. J'avais déjà 30 ans. Non, mais Sakura, la chasseuse de cartes, c'était un dessin animé qui passait, je crois, chez Dorothée. Oui. Donc t'as quand même connu Dorothée un petit peu. Ouais, les Minicums, Dorothée. Ok. Donc mais c'était juste après Goldorak. Ouais. Donc, voilà. Mais Sailor Moon, je connais. Cardcaptor Sakura et plein d'autres. T'avais Nicky Larson aussi, non ? Il y avait Nicky Larson, qui d'ailleurs est appelé exactement comme Nicky Doll. N-I-C-K-Y. Ah ouais. Est-ce que ça vient de là ou pas ? Non. Nicky Larson, il y avait un truc. Désolé. non, c'est. Hasard. Fausse piste. Oui. Nicky Larson, je me souviens qu'il y avait un truc en fait que moi j'avais pas du tout perçu, mais qu'en fait il y avait des versions un peu porno de Nicky Larson. En fait, c'était un coureur de jupons Non, je m'écris ça dans le mémo pour pour aller regarder les trucs. En fait, je crois qu'il y avait des versions non censurées de Nicky Larson dans lesquelles en même temps, c'était Club Dorothée, tu vois. Dans les mangas, il y a toujours eu un truc qui est hyper non binaire. Les hommes étaient hyper lookés, plus excentriques. Les femmes pouvaient être assez robustes. Et à côté de ça, il y avait toujours un sous-entendu un peu sexuel, mais que nous on captait pas forcément tout le temps. Mais ça voulait pas forcément dire que les adultes qui créaient le dessin animé étaient vicieux pour autant. C'est qu'il y avait ça permettait à n'importe quelle tranche d'âge qui le regardait d'avoir sa propre histoire. Et j'ai toujours aimé ça dans les dessins animés. Un autre dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, sans savoir que j'allais littéralement devenir la personnification de ce personnage, c'est Ranma 1/2. Je me souviens de Ranma 1/2. Qui était un garçon qui avait été touché par une malédiction et qui, en fait, dès qu'il était touché par l'eau froide, se transformait en femme. Voilà. Moi, l'eau froide, c'est le service public. Et Ranma 1/2, c'est Drag Race France. Voilà.
Mais alors, je pense que peut-être ça existait plus à ton époque, mais il y avait un autre truc qui s'appelait Lady Oscar. Ah si, je connais très bien. Tu connais Lady Oscar? Mais t'as raison, je suis arrivé juste après, mais je regardais quand même. D'ailleurs, Paloma, dans la saison 1, a fait un hommage dans une de ses tenues à Lady Oscar. À Lady Oscar, qui était quelqu'un qui était, en fait, c'était... J'ai un peu oublié, c'est une fille, Lady Oscar, Lady, mais qui apparaît au monde comme un homme. Je crois que c'est ça. De quand date ton premier souvenir? La première chose dont tu te souviens, la plus ancienne chose dont tu te souviens, c'est quoi? Là, tout de suite, je me rappelle hurler en sortant de la voiture quand ma mère m'amène pour la première fois, je crois, à l'école primaire. Et en fait, j'avais une phobie des fourmis. J'étais toujours persuadé que les fourmis me grimpaient sur les jambes, et du coup je hurlais et je tapais mes jambes parce que j'étais persuadé qu'elles me montaient dessus, alors que non. Donc, mais là maintenant que tu me le demandes, c'est la première chose qui me vient. Premier souvenir, c'est que en fait ton arrivée dans le flux de conscience de l'existence, c'est la terreur des fourmis, quoi. C'était les fourmis, Et d'ailleurs beaucoup de gens autour me voyaient et je finissais en classe avec eux, donc j'étais déjà la risée dès le premier jour. Voilà. Ton premier souvenir d'actualité, la première chose, genre premier événement public dont tu te souviens? Je sais pas si ça vraiment répond à ta question, mais je me rappelle que quand on est passé à l'an 2000, j'étais dans les Caraïbes, donc j'habitais dans les Caraïbes, j'étais gamin, et j'avais déjà entendu parler de Nostradamus, j'avais déjà entendu parler que ça allait être la fin du monde, et je me rappelle voir le feu d'artifice et être ravi qu'on soit encore en vie. Oh. Voilà. Bah oui, non mais c'est ça. Donc voilà, c'était l'événement... Le passage à l'an 2000, quoi. Et encore à la vie, puisqu'on n'était pas mort. Parce que oui, les gens les plus jeunes, ils peuvent pas se souvenir de ça, mais il y avait vraiment l'idée que ça va être la fin du monde. Nostradamus l'avait dit, l'an 2000. Il y avait deux trucs, il y avait le côté genre Nostradamus l'a dit, et après il y avait le bug de l'an 2000. Ah, ça, je me souviens pas. Le bug de l'an 2000, c'est qu'on avait dit que, en gros, les ordinateurs, ils étaient faits d'une façon que ils n'étaient pas prévus pour que les chiffres, le chiffre des milliers passe, et que donc tellement de choses étaient liées aux ordinateurs que ce passage au 2000 allait détraquer tout ce qui fonctionnait avec un ordinateur, c'est-à-dire déjà à l'époque beaucoup de choses. Et en fait, on était là genre et rien que dalle, alors qu'il y avait eu 3 mois de ça va être horrible, les avions vont tomber. Rien ne s'est passé. Rien du tout. Est-ce que tu te souviens du premier vêtement auquel tu as été attaché? Non, vêtement, je crois que je pourrais pas te dire. Non, c'était un objet plutôt? C'était un objet, c'était une peluche Puka. Donc c'était l'adversaire de Hello Kitty, parce que c'était je crois que c'est la marque chinoise ou japonaise, alors que Hello Kitty est coréenne. Non, c'est l'inverse. Oui. Bon, l'une des deux. Et je dormais avec elle tout le temps. C'était ton doudou? C'était mon doudou. Doudou que j'ai eu assez tard d'ailleurs, je l'ai eu, je crois que j'avais 12-13 ans. Et Puka existe toujours? Puka existe toujours, elle est chez ma mère. Ouais. Donc tu dis que tu as habité aux Caraïbes, donc t'es né à Marseille, c'est ça? Je suis né à Marseille, et à l'âge de 5 ans, j'ai déménagé à Saint-Martin dans les Caraïbes. Et comment c'était alors d'être un petit garçon à Saint-Martin dans les Caraïbes? Je conseille à tous les jeunes parents de déménager dans les Caraïbes avec leurs enfants, parce que c'était le rêve. Enfin, j'étais en tongs, en débardeur, en short. Ma mère m'appelait du balcon pour manger, alors que j'étais en train de me transformer en sirène dans dans les vagues. Et c'est comme ça que je me suis créé mon propre monde à moi aussi. J'étais aussi mon propre meilleur ami. J'avais aussi un ami imaginaire qui me rejoignait à la plage. Donc moi, je passais 5-6 heures tout seul dans l'eau. J'avais les orteils et les doigts tout fripés. Et je m'amusais avec mon pote imaginaire. Il avait un nom? Ça, je pourrais pas te dire. Je t'avoue que je l'appelais pas. Je savais qu'il était là. Il était là. Et à quoi il ressemblait? Il ressemblait pas, c'était une sorte de présence, figure humaine avec des petites paillettes dorées, parce que quand même. Et je sais qu'il était là et on s'éclatait à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de problème à être seul quand j'étais plus jeune. Mais donc seul, ami imaginaire, pas d'amis en chair et en os? J'en avais quelques-uns, mais ils restaient à l'école. C'est que quand je suis passé au collège que là, en fait, l'autonomie que j'avais et même le goût pour la solitude s'est complètement inversé. Et en fait, je pouvais plus du tout être seul. Et j'avais besoin d'être entouré, d'avoir une communauté autour. Ces amis-là, donc c'était l'école primaire, c'est ça? Puisque tu avais 5 ans, donc c'était 6 ans, quoi. Ils existent encore ou pas? Enfin, est-ce que tu les vois encore? Alors non, je fais pas partie de cette classe élite de gens qui sont encore amis avec des gens de grande section. Je me rappelle juste d'une amie qui était sur ma photo de classe qui s'appelait Margot. Margot, si tu sais qui je suis, salut. Voilà, on était ensemble à Marseille. Et je ne t'ai jamais revu. Mais non, par contre, j'ai plein d'amis de l'époque du collège et du lycée.
encore. D'accord. Tu te souviens, t'étais bon élève ou pas en primaire? J'étais très très bon élève. Oui. J'ai failli sauter de classe 2 fois. Et ma mère a refusé que je saute de classe parce qu'elle voulait pas me perturber. Oui. Au fur et à mesure que je surfais en fait sur chaque classe, en fait j'ai commencé à devenir un peu fainéant. Oui. Et donc en fait je suis devenu moyen parce que je foutais rien. Oui. Et ça a énervé énormément mes profs. Je sais pas pourquoi, mais énormément mes profs. Bah ça doit être énervant de dire mais putain, mais genre t'as pas de problème quoi, tu pourrais le faire quoi, tu vois. Ouais, mais j'avais déjà 15, qu'est-ce qu'elle s'en oui, fout quoi, 19 quoi, c'est ça. Ouais. Ta mère à ce moment-là, elle était à Saint-Martin et elle travaillait dans quoi? Elle travaillait dans Alors première partie de Saint-Martin, elle avait son salon de thé. Et donc toi donc t'étais le petit de la dame qui tient le salon de thé. Ouais, j'étais le petit de la dame qui tient le salon de thé. Et la dame était associée avec 2 autres dames. Donc il y avait un salon de massage, un salon de thé, et il y avait une dame qui faisait de l'épilation, etc. Donc c'était vraiment 3 femmes, les super nanas de Grand Cazes, qui est un quartier à la partie française de Saint-Martin. Et voilà, j'allais la voir à chaque fois. Et tu te souviens de faire tes devoirs au milieu des clients, des trucs comme ça? Je faisais ça, j'ai aidé ma mère à faire les quiches parce qu'elle faisait les quiches maison aussi. Et c'était une super époque de ma vie. Ensuite, t'es parti au Maroc, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça? Ouais. Pourquoi t'es parti au Maroc? Ma mère avait envie de... En fait, Saint-Martin devenait un peu dangereux. Ouais. Il y avait eu beaucoup de violences, des viols, des assassinats, etc. Ma mère commençait à s'inquiéter. Le fait que je sois aussi beaucoup pointé du doigt par mes différences, ça l'inquiétait aussi beaucoup, que je puisse être victime d'un acte homophobe. Et donc, elle a décidé sa meilleure amie à l'époque était marocaine et elle rentrait, elle, au Maroc. Et ma mère se séparait de mon beau-père à l'époque et a décidé de suivre sa meilleure amie pour aller au Maroc. Finalement, ils ne sont pas séparés. Le beau-père est resté dans l'équation, pas pour longtemps, mais il est resté un petit peu. Et on a déménagé à Tanger, au Maroc, quand j'avais 12 ans. Et j'ai fait tout mon collège et mon lycée au lycée français de Tanger. Mais elle avait déjà peur donc des remarques homophobes, parce qu'il y en avait. Ah bah elle s'est battue toute sa vie de ça. Mais alors même est-ce que toi, tu te considérais à ce moment-là est-ce que tu te percevais comme homosexuel à ce moment-là? Oui, parce que j'ai commencé tôt, pas sexuellement, mais je me rappelle, je crois que la première fois que j'ai embrassé un garçon, j'avais 6 ou 7 ans, il avait mon âge. C'était pas mon oncle, c'était pas un voisin, on va se calmer. Il avait mon âge et on s'était embrassé sous le lit de ses parents. Donc dès le début, je savais déjà qu'il y avait... J'étais pas attiré par les filles plus que ça. Je l'ai été après, par contre. Oui. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Oui. Mais j'étais pas sexuel pour autant. Oui, c'était des bisous. C'était des bisous et ça se faisait pas avec Cindy, ça se faisait avec... je sais plus comment il s'appelait. Voilà, c'était un très bon... Non, je t'embrassais bien, je crois. Et là, à Tanger, on se dit... on se dit pas que le Maroc, c'est forcément l'endroit où il y a moins de remarques homophobes que Saint-Martin. Mais bizarrement, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est ça que j'essaie d'expliquer souvent entre le paradoxe avec les pays qui sont pour nous, les pays qui sont contre nous, il y a plein de pays qui légalement ne sont pas forcément ouvertement alliés, mais au Maroc, en fait, il y a surtout une certaine pudeur où tu peux être qui tu veux, on n'a juste pas besoin de le savoir. Donc, c'est pas le meilleur moyen de s'affirmer et de s'aimer, mais j'ai pas vécu... plus d'agression que ça, les gens voyaient clairement, crois-moi que ça se voyait vraiment, que j'étais pas hétéro. Et pourtant, au contraire, j'ai été protégé par le quarterback du lycée. Tu vois, j'étais invité à toutes les soirées, j'étais un peu le bon pote. Mais à côté de ça, et le revers de la médaille, c'était que c'était que j'étais le bon pote, mais on tapait quand même pas mal dessus parce que c'était pour la blague et tu sais qu'on t'aime bien. Et donc j'étais un peu la risée du groupe. J'étais pas forcément le. Mais ça te faisait pas tant souffrir que ça, tu dis? Non, parce que et je touche du bois, mais j'ai toujours su que ça reflétait leur bêtise et pas la mienne. Et je savais qu'en fait il y avait rien il y avait rien qui n'allait pas avec moi. Je pouvais me le prouver plus tard. Je sais pas comment, mais je savais qu'à un moment donné, j'allais me retrouver dans des circonstances qui me permettaient d'être entouré de gens qui méritent ma présence. Et il n'y avait pas de danger?
Pas de sentiment de danger. Non, parce que je savais très bien me battre aussi. Oui Ouais, il y a quelqu'un qui a eu le malheur d'essayer de me voler mon MP3. Tu sais, les MP3 USB. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui a eu le malheur de me demander l'heure et qui est parti avec mon MP3 et j'ai fait 2-3 rues et je l'ai retrouvé. Et il s'en souvient peut-être pas, mais je l'ai bien amoché. Et j'ai récupéré mon MP3 avec son capuchon pour l'USB. En plus. Ouais. Donc, au collège, t'étais cool quand même. J'étais cool, T'étais dans l'élite du cool un peu. En fait, je m'en sortais parce que je faisais rire. Ouais. J'étais le clown, j'avais du répondant, j'étais hyper vif d'esprit. Ouais. Et donc, je crois que je fascinais quand même beaucoup, malgré ce côté un peu faible d'être différent, de pas être le mec-mec. Oui. Mais j'arrivais, et beaucoup de personnes queer te diront ça, on arrive à sortir notre épingle du jeu en étant différent, soit en étant le premier de la classe et tu peux aider à faire les devoirs. C'était pas moi parce que je n'aimais même pas faire les miennes. Oui. Mais en tout cas, moi, j'étais le drôle. Celui qui aimait danser, celui qui aidait les filles à se révéler. Je mettais les couples ensemble. Voilà, j'étais Evelyne Thomas. Voilà. Mais toi-même à ce moment-là, donc tu sortais plutôt avec des filles, c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, si tu as eu la chance d'interviewer beaucoup de gens de mon lycée, je me tapais d'ailleurs les plus belles filles du lycée. Mais donc, tu as eu des relations amoureuses longues à cette époque-là ou pas? Pas forcément. Bah, après un an, quand tu as 16 ans, c'est 8 ans. Sûr, donc, non, j'ai eu des relations qui ont duré pas mal de temps, mais c'était pas. Je savais que je construisais rien du tout. Ouais. Mais ma plus longue relation avec une fille, c'était avec ma meilleure amie qui s'appelle Fatine et qui a toujours été là. Et c'est quelqu'un à qui j'ai pas forcément eu besoin de faire mon coming out pendant longtemps. Elle le savait, je le savais, on n'en parlait pas. Et elle était là, elle aboyait sur quiconque essayait de m'approcher. Mais ça a commencé par être ta petite amie, c'est ça? Non, elle, ça a jamais été ma petite amie. Et donc, des gens de Tanger, il y en a qui sont restés dans ta vie ou pas? Ouais, alors ils ont aussi beaucoup bougé de Tanger, mais Fatine par exemple, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très tôt et qui est encore dans ma vie. Il y a plusieurs noms comme ça que je connais, mais c'est pas des personnes proches de Karl adulte. Qu'est-ce que tu admirais à cette époque-là? Alors là, je suis passé de Sailor Moon, Sakura à vraiment m'intéresser à la culture japonaise en profondeur. Du coup, j'étais un fan absolu de pop japonaise. Et donc, Itada Hikaru, qui est une chanteuse qui ensuite s'est déclarée non-binaire. C'est difficile de dire une ou un chanteur, donc une chanteuse qui est non-binaire, qui est la bande-son de toute mon enfance, toute ma jeunesse, que j'adorais. Que j'adore toujours d'ailleurs. Donc, bac, mention. Bac, mention à Tanger. Ouais, ES. Ouais. Bac ES, mention. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Bah, 2 en maths, Ouais, 2 en maths, ça nique un peu tout. Ça te nique ta race. Malgré le gros front, ça, ouais. Et ensuite, t'es reparti à Paris. Ouais, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai dit, maman, merci de m'avoir fait voyager partout. T'es cinglé. Je te laisse dans ton truc. Moi, j'arrive à Paris et je voulais à tout prix être à Paris. Même si j'avais de la famille à Marseille, etc. Je voulais être seul à Paris et Dieu seul sait que j'ai galéré là-bas. Enfin, ici, puisqu'on est à Paris, du coup. Mais je voulais être à Paris parce que je savais que j'allais pouvoir faire de la musique parce que c'était mon but ultime. Le drag, c'était pas du tout à la base je savais même pas ce que c'était. Mais je voulais être sur scène et je voulais faire des études de communication à l'EFAP, que je ne pouvais pas me payer, que je ne me suis pas payé du coup. Donc bonjour Paris 8. L'école française des attachés de presse. Ouais. Qui est un truc que c'est prestigieux quoi. Bah à l'époque c'était, je crois que c'était 4000 balles l'année. Je me disais, je vais y arriver. Et finalement non, j'ai fait une licence d'infocom à Paris 8. Et qu'est-ce qui t'en est resté de cette licence d'infocom? Pas mal de choses parce que ça demande beaucoup de self-production, d'être drag queen. Du coup, le fait de savoir comment ça se passe derrière la scène ou comment organiser un événement ou tout le côté branding et marketing, je pensais faire ça autour d'un artiste ou d'un objet et en fait, je suis devenu l'artiste et l'objet. Ouais. Donc, pas mal de choses du coup. Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais pas en cours à ce moment-là? T'aurais dû me demander est-ce que t'allais en cours surtout. En fait, tout le temps en fait. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'étais livré à moi-même financièrement dès le début. Je crois que j'ai eu un mois où ma mère a pu m'aider financièrement. Et après, j'ai dû vraiment tout payer seul. Donc, j'avais ma sublime chambre de bonne qui était de 9 mètres carrés sur contrat, 7 mètres carrés. Vraiment, c'est illégal, monsieur. Si je vous attrape, je vous poursuis en justice. Au 8e étage, toilette turque sur le palier, pas de fenêtre à Velux. Quand j'étais sur mon lit, une plage, je pouvais mettre la main dans la douche et la main dans le frigo qui était ouvert en été parce qu'il faisait trop chaud et qu'il n'y avait pas de clim évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc je payais 440 € pour ce trou en plus d'aller en cours. Et donc j'avais besoin d'avoir un job alimentaire qui était dans un bar gay qui s'appelait le Velvet rue Saint-Honoré.
Et dans le bar gay, tu étais serveur dans le bar gay? J'étais serveur, barmaid. J'ai commencé à faire un peu de drague là-bas et à créer mes événements. Et voilà. Et j'étais tellement fauché qu'à 2h du matin, quand c'était terminé, je marchais de rue Saint-Honoré jusqu'à rue des Eaux à Passy, à pied, sur les quais. Pour même pas prendre le ticket de métro ou le... Le métro était fermé, le bus, j'avais peur de me faire agresser. Donc c'était peut-être mieux de marcher près de l'eau dans les quartiers riches. Ça, vraiment, il ne se passait rien. Voilà. Mais j'étais trop content parce que j'étais à Paris. Et je voyais la Tour Eiffel, et elle grossissait au fur et à mesure que j'arrivais à la maison. Parce que oui, j'habitais dans un 3 rats, mais j'étais juste en face du pont Burakheim. Même. Et à 18 ans, tu dis que ça. T'habites où? À Burakheim. L'adresse sur l'enveloppe, elle est aussi classe que celle que l'appartement. Et par rapport à ce que tu avais vécu à Tanger, où tu dis qu'en fait finalement tu l'as bien vécu, à Paris ça a changé, on a été moins gentil avec toi? À Paris, en fait, je dis que je l'ai bien vécu. Maintenant, avec la maturité que j'ai, le Maroc, au final, ça n'a pas été si mal que ça. Par contre, ça a été assez toxique de normaliser toute cette violence un peu indirecte. Ça a été difficile de pas tout de suite m'affirmer en tant qu'homme et de pouvoir être fier de qui je suis aussi, de devoir sans cesse avoir l'impression de m'excuser d'être trop voyant ou trop différent. Et donc en fait, quand je suis arrivé à Paris, au contraire, ça a été hyper thérapeutique parce que je suis arrivé au Queen à Paris, sur les Champs-Élysées. J'ai été à la Club Sandwich pour la première fois. J'ai vu ce qu'était une femme trans, des drag queens, des drag kings, le cabaret. Et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui va pas avec moi. On est juste tous ici. Parce que j'ai tous échappé. Et donc, en fait, au contraire, je me suis entouré d'un groupe d'amis le plus gay possible et inimaginable. Et ma mère, la première fois qu'elle est venue me rendre visite, donc j'avais 19 ans. Oui. Et elle me rejoint place Sainte-Opportune. On s'assoit, c'est fou, vous allez place Sainte-Opportune devant le métro, vous pouvez voir exactement ce que j'explique. Quand vous sortez du métro, il y a un café juste en face. On était tous alignés sur la terrasse. Et ma mère regarde un peu autour et elle dit mais Karl, tes amis ils sont... Je dis ouais. Elle dit et toi t'es... Je dis pas. Ouais, elle dit ok. Excusez-moi, je pourrais avoir un café s'il vous plaît? Voilà. Et c'est tout. C'était mon coming out. Elle le savait. Oui. Et un truc que j'ai pas dit par rapport à ma mère a toujours été hyper éduquée sur la question. Elle a toujours voulu être là. Et quelque chose que je sais pas si... Je sais qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais pas si d'autres personnes queer peuvent en témoigner. Mais moi, ma mère, elle m'a posé très tôt la question si j'étais gay. Et moi, j'ai vécu ça comme un affront total. Je crois que j'avais 7 ans, on descendait derrière l'église pour m'amener à l'école primaire. Et elle me demande, Karl, j'ai une question à te poser, maman elle est là pour toi, est-ce que tu aimes les garçons? Et en fait j'entendais tellement ça tout le temps autour de moi, est-ce que t'es une fille, t'es gay, t'aimes les garçons, que le fait de l'entendre de ma propre mère, c'était l'affront total. Et du coup en fait j'ai dit non, et en fait je me suis juré de jamais lui dire jusqu'au moment où je serais prêt à lui dire, dans mes termes. À Paris, place Sainte-Opportune. Donc elle a dû attendre, la pauvre, 11 ans pour enfin entendre la réponse qu'elle attendait. Alors qu'elle voulait juste être là pour moi et défendre, aller chez le proviseur, etc. Mais moi, je voulais juste pas que même ma mère m'abandonne sur ce sujet-là. Ouais. Parce que je savais pas si j'aimais les garçons ou pas. Je me posais pas la question. On me forçait à dire quelque chose que j'avais pas encore intégré. Mais alors ce moment où tu t'es... Parce que en fait, donc t'as embrassé le monsieur qui n'a pas... Enfin, le petit garçon. Le petit garçon, on avait le même âge. Oui, mais à ce moment-là, c'est un peu un monsieur, tu sais, je sais pas quand... non, c'est un garçon. Quand t'avais 6 ou 7 ans, ensuite, il y a eu les filles au collège, et ensuite, il y a un moment où t'as arrêté de sortir avec des filles, non, du coup. Ouais, mais il y a un moment donné où je passais par la case, je suis bi, et puis en fait, tu te poses la question, je te dis, et c'est vraiment ce que je me suis demandé, je me suis dit, si là, demain, je rencontrais l'homme de ma vie, est-ce qu'à un moment donné, les filles me manqueraient? Oui. Alors que, est-ce que si je rencontrais la femme de ma vie, est-ce que les hommes me manqueraient? Et la réponse était que, du coup, je pense que je pourrais me passer du sublime corps de la femme et de me cantonner à des relations amicales folles plutôt que de rester avec une femme et de pouvoir me passer du corps de l'homme. Et là, donc, comment est-ce que t'es passé de là à vivre aux États-Unis et commencer toute cette carrière-là? Je faisais de la communication. Après, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué. Je voulais vraiment terminer mes études. J'ai été, comme tous les Français,
je sais plus comment on dit, martelé, pardon, il faut faire ses études, sans études tu réussiras pas dans la vie, etc. Sauf qu'en fait la réalité financière était que je ne pouvais pas continuer de me permettre à être sur 2 terrains. Il fallait que je commence ma vie active et après une grosse déception de BTS en alternance qui ne s'est pas fait et après avoir pleuré plusieurs heures sur la place du Châtelet, j'ai un pote à moi qui bossait chez MAC qui me dit mais tu te maquilles déjà, tu fais des shows, pourquoi tu ferais pas du make-up? Et je dis mais non, moi je dois faire de la communication, non. Et il me dit non mais pourquoi, donne-toi une année sabbatique, bosse dans le make-up, je te fais rentrer chez MAC et on verra bien ce qui se passera. Du coup c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que là le make-up m'a vraiment aidé à me révéler en tant qu'artiste et ça réunissait un peu tout ce que je voulais parce qu'il y avait le côté pédagogue. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout ce truc de communication, de scène, de star, de ce que tu veux, je voulais être professeur des écoles. Je voulais avoir une classe de CE2 avec mon principe de bon point et la déco que j'allais faire moi-même. On n'est pas très loin, du coup, maintenant. C'est juste que c'est les drag queens, la classe, mais bon. Et donc, le fait de faire du maquillage et d'éduquer les gens, de les aider à reprendre confiance en eux, parce que le maquillage, c'est pas juste un eyeliner ou du rouge à lèvres, c'était aussi apprendre une dame qui venait de faire de la chimiothérapie, qui avait perdu tous ses sourcils, à les remaquiller. Donc, quand elle te tombe dans les bras pour te dire merci, j'ai repris confiance en moi, tu te dis waouh, c'est plus important que ce que je pensais, c'est vraiment une arme hyper thérapeutique. Et donc le make-up m'a vraiment aidé à me trouver artistiquement. Et puis après, j'ai déménagé aux États-Unis parce que je voulais continuer là-dedans et je voulais être le nouveau Pat McGrath de New York. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, no shade, mais un petit peu quand même, en France, il faut attendre que les autres clament pour pouvoir avoir sa place. Ouais. C'est un peu relou, c'est long quand même. Hein. Alors qu'aux États-Unis, l'ambition, on aime bien et on aime bien les petits jeunes. En plus, les petits jeunes français, on aime encore mieux. Donc, je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir 65 ans pour que Madame Michu arrête et que je puisse enfin prendre sa place. Donc, je vais déménager à New York et je bossé avec des grosses boîtes et c'est ce que j'ai fait. Mais ça, le fait de savoir faire enfin, il faut apprendre à faire du maquillage. Comment tu t'es formé? Mon modem ADSL et YouTube. Ouais. Non mais vraiment, j'ai jamais fait un cours de maquillage. J'ai vraiment appris et avec seul. Quelle chaîne en particulier? Il y a des chaînes de tutos qui t'ont en fait, les chaînes de l'époque, elles existent soit plus maintenant, mais c'était vraiment... j'ai toujours été très visuel, j'adorais le dessin aussi, je faisais beaucoup de mangas, etc. Donc j'avais j'arrivais en fait à projeter la matière et la couleur sur papier. Et non, et surtout beaucoup de culot. J'ai toujours eu énormément de culot. Et donc, quand j'ai été faire mon entretien chez MAC, j'ai aussi beaucoup utilisé mes premières clientes ouais, c'était mes monstres de Frankenstein et je me faisais la main sur elles. Mais alors, est-ce que tu pourrais résumer genre les grands principes du maquillage? Je sais pas si c'est possible, tu vois, mais genre en gros, quand il y a quelqu'un qui vient te voir pour te dire tiens, je voudrais être maquillé chez MAC, qu'est-ce qu'il faut remarquer et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a soit la réponse corporate où tu vas vraiment dire j'ai beaucoup trop de rouge à lèvres de cette teinte, donc il va falloir que je le liquide parce que je vais avoir une prime si je le fais. Je dis pas que c'est comme ça que ça se passe chez MAC du tout. Mais il y a aussi l'autre aspect où tu analyses un peu la femme ou l'homme d'ailleurs et tu te dis bon, elle est prête à aller jusqu'où? Quels sont ses besoins et surtout ne pas projeter tes envies à toi sur elle. Et après tu l'assois et tu t'essaies de faire une sorte de leçon. Moi j'adorais, il y avait un principe de leçon, c'était 1h30 avec j'allais dire une reine, mais avec une cliente où vraiment tu lui faisais toute sa routine et tu lui apprenais comment utiliser chaque produit avec chaque pinceau. Et je sais qu'en tout cas pour mes clientes et même pour moi c'était un peu comme un massage parce que c'était un moment hyper relaxant, je mettais une musique de fond et on passait un moment de communion. Et en fait après cette cliente, elle est ta cliente, elle vient te voir une fois par mois et elle est hyper fidélisée et le maquillage ça a toujours été un peu comme les bijoux, comme la mode, c'est quelque chose des fois on le collectionne juste parce que le packaging est beau ou alors parce qu'on a envie de rêver grâce au maquillage. Ça apporte vraiment beaucoup de joie aux gens. Et t'es devenu super fort au point que c'était ton métier aux États-Unis pendant un moment. Ouais. Non, et j'étais l'un des meilleurs vendeurs aussi dans mes boutiques. Donc non seulement je faisais passer des bons moments, mais en plus j'étais un killer en termes de chiffres. Voilà. Et après, t'as fait ça donc dans le showbiz aux États-Unis. Ouais. Alors le showbiz, c'était pas du tout. Moi personnellement, quand je suis arrivé aux États-Unis, je pensais arrêter le drag.
parce que je me suis dit, ça vient de là-bas, ils ont déjà une émission où carrément elles peuvent gagner 100 000 balles. Qu'est-ce que moi je vais aller faire avec mon petit béret, mon corset que j'ai acheté chez Miss Coquine rue Saint-Denis. Enfin, j'avais pas le niveau. Et ben en fait si, parce que la première fois que je me suis mis en drague en soirée là-bas, j'ai vu les coups se plier en 4 pour me regarder. Je me suis dit c'est pas possible. Et en fait si, apparemment il y avait une touch que j'avais qui était très différente de là-bas. Faut savoir qu'on a des références aussi qui sont différentes. Nous, on vient très de Red Light District, cabaret. Il y a un côté un peu sulfureux chez la drague française, un peu plus sévère aussi. Alors qu'aux États-Unis, c'est très Marilyn Monroe, Old Hollywood, les gros boas, etc. Donc quand je suis arrivé avec mon petit béret en cuir et mes Santiago, c'est qui celle-là, tu vois. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un truc à faire, mais j'étais pas prêt encore à vraiment faire de la place à Voldemort. Et en fait, c'est une fois que Nikki m'a permis d'avoir l'un de mes plus gros clients en tant que maquilleur que je me suis dit, il faut vraiment arrêter, elle a trop de pouvoir, il faut vraiment l'utiliser au maximum. Et donc cette histoire, elle est assez drôle parce qu'à la base, je bossais, donc l'une de mes fiertés, c'est quand j'arrivais à New York, mon premier client, c'était à l'Empire State Building. Donc j'arrivais avec ma petite valise de make-up à l'Empire State Building, je te laisse imaginer, petit français qui habitait dans une chambre de bonne, tu te dis genre, I made it. Donc t'arrives là-bas, tu vas au 37e étage, je sais plus où c'est, et je bossais pour le groupe Coty qui fait CoverGirl, Sally Hansen, Rimmel, etc. Et ce qu'il faut savoir dans le milieu de la mode, c'est que comme en France, c'est très cliquey. Il y a beaucoup de groupes qui grandissent ensemble et ils se passent un peu les gigs pour rester tout le temps ensemble et ils s'achètent des maisons dans les Hamptons, etc. Alors que les jeunes maquilleurs galèrent. Mais on est jeunes, donc on peut gérer. Donc il y avait cette photographe qui était un peu saoulée de voir ce petit gamin, sous prétexte qu'il soit français, être sur un job aussi bien payé. Et donc elle a essayé de me mettre un peu des bâtons dans les roues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le maquillage drague peut être vu comme un maquillage épais, théâtre, alors que dans le milieu de la mode, c'est quand même très... On a mis un peu de bébé crème sur une Ukrainienne de 16 ans qui a déjà une peau parfaite, et on a appelé ça un maquillage édito sublime, tu vois. Voilà, ça c'est un autre problème, on fera ça dans le prochain épisode. Mais donc du coup, elle a essayé d'effrayer la directrice artistique en lui disant, parce que j'avais déjà fait la cover d'un magazine... indé qui avait même pas 5000 followers sur Insta, mais j'étais cover girl de magazine. Et elle avait dit, mais Carl, tu devrais montrer la cover que t'as fait. Donc là, je me dis, putain, là, voilà. Et je dis, non. Elle me dit, mais si. En fait, Carl fait du drag et il a fait la cover d'un magazine. Et donc là, la directrice artistique qui était assez sévère, qui me dit, bah, montre. Donc là, j'y vais, je me dis, ça y est, c'est fini, c'est la dernière fois qu'elle me book. Surtout que je faisais encore mes preuves. Et là, elle me dit, c'est toi ça? Je dis, oui, c'est moi, mais c'est vraiment pas un truc que je fais à côté. Enfin, c'est un truc que je fais à côté pour le fun. Elle me dit, ok, on se parlera après le job. Donc là, je me dis, bon, bah merci, c'est bon, c'est fini. Donc fais bien ton taf. Et à la fin, vraiment comme dans les films, je vais pour partir comme si j'avais oublié. Et elle me rappelle, Carl. Donc je dis oui, écoute, vraiment le drag, je fais pas de maquillage drag en général, c'est vraiment sur moi, c'était un projet artistique. Elle me dit non, mais c'est impressionnant l'art de la transformation que tu as précisé en début d'épisode. Et elle me dit en fait on a perdu un client il y a 3 ans qu'on essaye de récupérer dans l'agence et en fait il voulait quelqu'un qui sache faire des maquillages beauté mais qui n'ait pas peur aussi de la plate couleur. Et donc j'aimerais bien refaire un test avec la boîte vu ce que tu sais faire sur toi pour du coup on a récupéré CoverGirl et pendant 3 ans grâce à moi, enfin grâce à elle. Oui. Et c'est là où je me suis dit bon là ça suffit. J'ai pas arrêté d'essayer de la mettre de côté. J'avais peut-être même moi honte en fait de ce truc parce qu'en fait en France le drag était tellement pas vu comme un arsenic respectable que je crois que je l'avais même internalisé et donc je voulais vraiment être dans le maquillage parce que je pensais que c'était plus respecté que le drag. Et après ça j'ai dit non c'est fini. La prochaine opportunité qui arrive je fonce à fond et la saison 12 est arrivée. Voilà. La suite dans mon autobiographie qui sortira dans 5 ans. Y a toujours un moment quand même où on peut parler de promo parce que t'as un intermède promo. Quelle est ton actualité ? Écoute, mon actualité, c'est que j'ai la chance et l'immense honneur d'être la maîtresse de cérémonie de la 3e saison de Drag Race France, qui commence très très bien. On a un cast de reine absolument incroyable. J'ai la chance de retourner en tournée avec le cast pendant 3 mois, où on se croisera sûrement dans toute la France. Mais j'ai aussi un projet musical que j'ai au fur et à mesure commencé à sortir. Et là, j'ai enfin signé avec un label, qui est donc Universal Music et Polydor. Et j'ai sorti mon premier single
single qui s'appelle I Had a Dream, où j'ai eu la chance de pouvoir reprendre l'une des légendes et icônes de la scène queer et de la musique française qui est Dalida. Donc on peut entendre un peu de parole dans ma chanson, avec un petit twist italo-disco à ma sauce. Est-ce que tu penses que Nicky Doll sera là toute ta vie ou pas? Je pense qu'elle sera toujours là. J'espère qu'elle sera toujours là aussi dans la vie des Français comme un avatar qui a permis aux gens de se rendre compte que tout ça, c'est un peu une mascarade et qu'il ne faut pas se prendre autant au sérieux que ça, parce que tu fais autant du drag que moi. Je t'apprends quelque chose. Oui. Mais quand tu sors de la douche tout nu, tu choisis ta tenue. C'est vrai. En fonction du genre de regard que tu veux qu'on pose sur toi. Oui. That's drag. Moi, je décide juste d'être un peu maso sur les bords et de mettre des talons, mais c'est la même chose. Oui. Francis Lalanne mettait des bottes et c'est du drag aussi. Du drag. Et donc, j'espère que ce message-là est enfin ancré en France, parce qu'on l'a toujours eu dans la scène cabaret que beaucoup de gens nous envient. Donc, il est temps qu'on puisse se dire que c'est pas aussi tout blanc ou tout noir. Et je pense qu'elle sera toujours là. Au moins philosophiquement, je pense pas qu'à 65 ans, je serai encore en talons en train de faire ce que je fais sur scène, mais je m'imagine toujours l'avoir à mes côtés, visuellement ou psychologiquement. Et c'est pas envisageable d'avoir quelqu'un d'autre que Nicky Doll? Ça dépend du chèque. Oui. Voilà, j'ai déjà fait Lady Gaga, Cher. Mais non, Nicky Doll, c'est Carl, en fait. Il y a pas de... Je dissocie pas les deux, c'est vraiment mon avatar. C'est ma superwoman. Il y a toujours la fin de l'émission, enfin, la dernière grosse partie de l'émission, du podcast, ça s'appelle En Vrac. Enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça, personne m'a demandé de l'appeler comme ça. Pourtant, je vais terminer au sport. C'est parfait. Et c'est des questions, alors elles ont pas forcément... Parce que là, c'était un peu chronologique, tu vois. Et là, maintenant, c'est pas chronologique. Okay. Et c'est un mélange de trucs qui peuvent être très sérieux et de choses teubées. Okay. Mais il faut essayer de répondre de façon non teubée à des questions teubées. J'adore. Voilà. Ma chose préférée. Réponse courte ou longue? Parce que moi, je peux partir dans un... Non, réponse de la taille que tu veux. Est-ce qu'on reconnaît Carl Sanchez dans la rue? Ouais, même un peu trop des fois, c'est un peu saoulant parce que Carl Sanchez, bizarrement, une casquette à l'envers, on se dit c'est soit TG de la cour de récré, soit Carl, et donc on vient le voir, et c'est Carl. Donc on me reconnaît beaucoup, Mais tu peux, j'imagine, doser à quel point on te reconnaît selon que t'es en Nicky Doll ou en Carl Sanchez. On doit te reconnaître plus en Nicky Doll ou même pas en fait. Ou alors tu te promènes pas en Nicky Doll aussi? Je me promène rarement en Nicky Doll. Si je sors le nez en drague dans la rue, surtout en France, on me reconnaît automatiquement. Donc j'ai l'impression qu'on me reconnaît beaucoup plus en Carl parce que je vis ma vie en Carl. Mais je prends toujours le temps je vois toujours ça comme une chance. C'est pas pour être Miss Univers. Mais quand t'as quelqu'un qui vient te dire bonjour Nicky, tu te dois de répondre. Sauf si j'ai vraiment une quiche dans la bouche avec un morceau de tomate qui coule. Là, ça peut peut-être me saouler. Merci beaucoup. J'ai déjà fait d'ailleurs. Juste avant de venir ici, c'est pour ça que j'avais cette image dans la tête. Est-ce que tu préférais ne plus jamais pouvoir te maquiller ou ne plus jamais pouvoir porter de robe? Alors la robe sans maquillage, je pense que c'est un peu chelou. Non, c'est pas chelou du tout pour les gens qui ne se maquillent pas. Mais sur moi, ça serait un peu bizarre. Donc je pense que je préférerais ne plus porter de robe. Surtout qu'en plus, j'en porte pas souvent. Je suis plus body, moi. Tant que je peux montrer mes fesses, ça me va. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Il m'a fallu du temps pour l'apprécier parce que j'avais pas forcément le visage qu'on voit à la télé, j'avais pas forcément les traits les plus anguleux, j'ai un nez rond, mais en fait au fur et à mesure que je vieillis, je commence à vraiment me plaire, et puis surtout je sais à quoi ressemblerait le frère jumeau de ma mère parce qu'on se ressemble beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes? Alors, t'as dit tes fesses, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes? Non, j'ai dit que les gens aimaient mes fesses. Oui. Ah, et toi, t'es pas d'accord avec moi? Oui, c'est la chose que tu préfères dans ton physique en général. Tu peux dire à la fois dans ton visage et dans ton corps. Ouais, je dirais mes fesses. Ouais, je crois. Mes mains. Déjà, c'est hyper simple d'acheter des faux ongles pour moi. Parce que je peux les acheter à 1,30 à Primark et ils me vont. Et puis on m'a toujours dit que j'avais des mains de pianiste, donc j'aime beaucoup mes mains. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes pas dans ton visage? J'aimerais bien. J'aurais préféré avoir une mâchoire beaucoup plus carrée, beaucoup plus anguleuse comme ça, à la Brad Pitt, mais non, j'ai pas. Mais ça me va. Quand je suis en drague, ça me va très bien de pas avoir ça.
Mais Ah oui, parce que c'est. Mais alors, est-ce que. Bon, après, Jennifer Garner, elle est très belle. Hein, Ouais. Ils ont la même mâchoire, mais c'est C'est vrai. pas ce que j'aspire à. Et d'ailleurs, est-ce que quand t'as commencé à faire Nicky Doll, est-ce que tu t'es maquillé dans la perspective. Est-ce que t'as essayé de camoufler des choses que t'aimes pas dans ton visage? Est-ce que t'as pris ce chemin-là ou pas? J'ai surtout tout camouflé pour pouvoir la créer. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'étais très très loin des traits de Nicky Doll. Oui. J'essayais encore de voir à quoi elle ressemblait. Oui. Et mon but, c'était de ressembler à Megan Fox. Oui. Ça s'est pas bien passé du tout. Non, et je dis souvent que j'ai plus ressemblé à The Rock, du coup, sans le corps, juste le visage. Donc Franklin, du coup, voilà. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à trouver comment, en fait, être Dieu et retravailler les formes. Et c'est vrai qu'avec le drag, tu peux vraiment te camoufler et recréer des volumes que t'as pas forcément. Chose que les Kardashians ont repris en disant qu'elles avaient inventé l'art du contouring. Non, c'est nous les drag queens qui l'avons fait depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir du désir pour quelqu'un qui ne partage pas du tout tes idées politiques? On peut dire des fois, tu vois, baiser sous haine, c'est. Désolé, mais le Bardella, let's go, hein. Par contre, après, je veux plus entendre parler de toi. Est-ce que tu préfères passer, un peu une question voisine, est-ce que tu préfères passer une après-midi avec quelqu'un de désagréable et d'ennuyeux, mais qui vote très à gauche, ou quelqu'un de ultra drôle et sympa, qui vote très à droite? Je préférais très à droite parce que je pense que s'il y a l'humour, s'il y a l'esprit, on peut éventuellement arriver à faire changer les gens d'avis. Et puis je pense que c'est exactement comme ça qu'on garde la communication entre les gens, c'est de pas rester entre nous. Et moi je trouve que c'est hyper... Je suis arrivé aux États-Unis sous Obama et on est passé à Trump. Donc moi parler avec des gens ignares et qui ont des convictions sur des choses qui sont pas forcément, qui sont assez erronées, ça m'est arrivé très souvent. Et je pense que si on arrive à bien communiquer et que je peux en même temps essayer de caler des faits plutôt que des petits rêves qu'il a dans la tête, je pense que ça peut amener à quelque chose de beaucoup plus positif. T'as eu des rencontres comme ça, donc avec des gens qui étaient l'opposé exact de ton monde, et avec lesquels ça s'est bien passé? Bien sûr, mais au quotidien, moi je pense que c'est pour ça que je fais du drag d'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que le rire et le divertissement pour commencer des conversations, et je me suis retrouvé, avant de me voir aux Folies Bergères en résidence, moi j'ai fait des soirées, des enterrements de vie de jeunes filles, s'il y avait un chèque, j'étais là, et donc je me suis retrouvé avec des gens qui disaient généralement j'aime pas les PD, j'aime pas les drag queens, mais toi je t'aime bien. Là pour moi c'est parfait, c'est du pain béni pour commencer une petite conversation de 15 minutes et que la personne elle va se coucher les yeux et regarder le plafond avec les yeux écarquillés parce qu'elle s'est reçue une vérité mais qui je sais va être partagée au fur et à mesure. Donc moi je préfère ce challenge là que de rester entre nous. Surtout en plus c'était pas drôle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ta vie et que tu regrettes particulièrement? On va partir sur la version noble. Parce que ça se voit que tu l'as trouvé dans ta tête. Ouais, il y a 4 infos là, j'ai fait... donc j'aspire à être une belle personne, être une bonne personne. J'essaie de m'éduquer au quotidien pour ne jamais vexer les gens et de toujours penser au collectif plutôt qu'à l'individuel. Mais j'ai fait énormément de mal à un garçon quand j'étais plus jeune, beaucoup de mal, et je l'ai revu il y a pas très longtemps. Et donc voilà, Mathieu, si tu nous écoutes, je suis désolé. J'ai vraiment pas été cool avec un de mes ex et c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbé parce qu'à chaque fois que j'avais l'impression d'être une belle personne, il y a quelqu'un qui me disait Matt. Je disais oh non. Donc voilà. Le petit astérisque, c'est sur exactement. Ouais. Et puis en plus il était très beau avant, mais là maintenant c'est une bombe atomique. Alors quand tu le vois sur Insta, tu te dis putain, et en plus je t'ai fait du mal. Mais on a tout réglé, on s'est vu il y a pas très longtemps et tout va très bien. Et est-ce que tu lui as demandé pardon ou pas? Ah, j'ai dit pardon, por favor, I'm sorry. Et j'ai très bien dormi ce soir-là parce que du coup, il me l'a accordé. Ouais. Et donc, c'était comme quoi, des fois, c'est bien aussi de tourner la page. Mais il me l'a pas accordé pendant plus de 10 ans quand même. Oui, il a commencé par pas du tout te pardonner, quoi. Ah, ouais, des vues sur Facebook. Ah, ouais. Mais je l'avais mérité. T'as fait payer un peu, quoi. Ouais. Donc, t'as déjà été cruel avec des gens? Non. En fait,
Ma mère, elle m'a quand même enseigné de rendre la monnaie de sa pièce. D'accord. Donc c'était pas forcément la chose la plus noble, mais c'est quelque chose que j'ai très bien retenu et très bien appliqué aussi dans ma vie. Et donc c'est vrai que si tu me donnes l'autorisation, parce que tu m'as fait du mal, à puiser dans les forces un peu maléfiques de mon être, sache que la trappe, elle est pleine. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont reçu une déferlante, parce que c'est quand même assez jouissif d'être cruel avec les gens, qui le méritent. Bah alors moi, je suis 100% d'accord. Hein. Moi, j'adore le faire. Je le fais très bien. Moi, j'adore quand les gens qui font souffrir souffrent. C'est ça. Ouais. J'adore quand ils souffrent par moi en plus. Ah ouais. S'ils ont été méchants avec toi, je vais moi m'en occuper. Tu vois, je deviens le justicier de rendre la monnaie de sa pièce. C'est bien, il y a un petit équilibre sympa. C'est les seuls moments où je suis bon en maths. Je sais quand je dois te rendre la monnaie. Et je te la rends bien. Donc, tu nous as raconté que tu t'étais déjà battu avec la personne qui t'avait volé ton lecteur MP3. Ça t'est arrivé par ailleurs de te battre ou c'était la seule fois? C'est assez rare. J'ai tendance à assez bien utiliser mon esprit pour me sortir de situations assez dangereuses. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je dois dire que l'adrénaline qui en ressort était quand même assez jouissive. J'ai appris du coup à prendre un verre de rosé après pour essayer de canaliser ce genre de plaisir. Mais donc non, pas violent en général. Mais t'as des compétences de bagarre? Ouais, j'ai des très bons réflexes. Et je sais éviter les coups. Chose qui est assez impressionnant. Voilà. Et je sais où sont les couilles. Ouais. Mais c'est en fait Ça aide. Ça aide, mais il faut pouvoir les atteindre, quoi. C'est ça qui est. Bah c'est pour ça que je me spare. Et en talon, tu les chopes encore plus vite. C'est vrai, quoi. Il y avait une amie qui m'avait dit que le casque de moto, parce qu'en fait, t'es déjà comme ça, t'as le bras qui pend, et donc quelqu'un qui te fait chier, t'es très proche, en fait. Et c'est c'est une méthode. Un sac de drag queen, c'est aussi lourd qu'un truc de moto, crois-moi. En plus, il y a des pics des fois dessus parce qu'on est un peu gothique, donc voilà. À quel point est-ce que t'es jaloux en amour? En amour, alors je l'étais beaucoup plus jeune parce que pas sûr de soi, toujours avoir l'impression d'être moins beau, moins bien gaulé qu'eux. Et puis en fait, au fur et à mesure, plus beau, mieux gaulé. Donc du coup, je pense que tout le monde tout le monde s'attendait à un truc très Gandhi. Non, je me suis juste mis au sport et ça allait beaucoup mieux. Et surtout, en fait, avec tout ça, tu te rends compte qu'en fait, avoir des abdos, des pecs ou des épaules, ça m'a pas rendu plus intelligent. Et du coup, j'ai trouvé confiance en moi sur d'autres aspects moins superficiels. Surtout qu'en plus, on va tous crever, on sera pas tous toujours bien gaulés, donc il vaut mieux abdiquer plus vite, tu vois. Mais t'as quand même commencé par ça. Oui, si jamais vous avez l'impression de pas être gaulé, de pas être assez beau, soyez gaulés. Soyez gaulés et soyez plus beau. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très filiforme quand j'étais plus jeune. Après, je passais par les Caraïbes et j'ai beaucoup grossi, beaucoup. J'étais vraiment, j'étais assez rond. Ma mère, elle mettait des verrous sur les, c'est pas une blague. Elle mettait des verrous sur les placards parce que sinon elle rentrait et j'étais à mon 3e paquet de BN et mon gros bol de lait. Donc et après j'ai encore rechuté. Donc j'ai pas mal fait le yo-yo avec mon poids. Donc du coup c'était forcément quelque chose que j'avais du mal à gérer. Est-ce que tu t'es brouillé à mort avec des gens? Des membres de ma famille qui des fois on pense que le sang c'est forcément l'endroit le plus safe alors que pas forcément tout le temps. Il y a des gens qui peuvent être très toxiques dans votre famille et du coup il y a plusieurs personnes de ma famille que ma mère et moi on a rayé de notre entourage pour notre bien-être. Est-ce que tu pourrais nous révéler un ancien mot de passe que tu n'utilises plus? Alors tu sais quoi, j'ai 33 ans et je crois que j'utilise encore les mêmes mots de passe. Je peux pas te donner un mot de passe, mais je peux te donner ma première adresse mail au monde. C'était mon-8 beau bo -8 gosse -8 du-8 13. Mon beau gosse du 13 @caramel.com. Voilà, parce que je venais de Marseille. Mais oui. Voilà. Car, merci beaucoup. Ben merci à toi. C'est trop bien. Please, ne postez pas ça sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que tout ça te sorte. Oui, qu'est-ce qui se passe si on écrit à mon beau gosse du 13 @caramel.com? J'ai encore le mot de passe, donc je pourrais te répondre si tu veux. Je sais pas si Caramel existe encore, mais... Ouais, je crois que ça n'existe plus, c'est Nikos. Merci à toi. Très fort. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ?
T'as vu? Bon. Ah, j'avais pas vu. Non, j'ai vu le logo, mais Ouais. bon, bah, je la garde du coup. Bah, hein, je vous le dis, hein. c'est un cadeau. Bah, je suis d'accord, je suis content qu'on soit d'accord parce que je repartais Parce avec. que de toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix.